Blablabla, nanananer, blablabli, blablablo, etc., etc. Bonsoir à tous. C'est Et alors, et nous sommes en 2024. Bonne année à tout le monde. Bonne année, Marine. Et bonne année, Christophe, bonne année tout le monde. J'espère que ce sera une super année pour... Et alors? Axel, bonne année. Bonne année, ça fait plaisir d'être là. Eh bien, ça fait plaisir aussi, Axel, que tu sois là. Et bonne année, James, le fameux. Comment vas-tu? Bonne année Christophe, bonne année à tous. Écoute, ça va très bien. Enfin, les fêtes sont terminées. Bon, pas que j'aime pas, mais enfin, on arrête un peu de bouffer, on récupère un peu de sommeil. Voilà, ça fait du bien. Un peu de calme. Alors, c'est amusant que tu dises ça parce qu'il y a eu un article qui est sorti dans la presse régionale pour faire un petit peu le point sur les fêtes de fin d'année. Et dans l'article, donc c'est sur toute la presse PQR, hein, toute la presse quotidienne régionale, donc sur tous les départements, et une grande enquête sur les fêtes de fin d'année. Et il s'avère que le Nouvel An, personne n'aime le Nouvel An. Il y a 24% seulement des Français qui disent apprécier le réveillon et la fête du Nouvel An. Ça m'étonne Ah, moi, pas. j'adore. Ah ouais, c'est vrai, moi j'adore le réveillon. C'est le lendemain matin que j'aime un peu moins. Ah, moi, je suis pas fan non plus. Moi, j'aime pas. J'ai l'impression qu'il y a une Ouais, obligation de faire quelque chose toujours un exactement. peu grandiose ou d'inviter forcément du monde, alors que je ferais bien des choses plus simples. Moi aussi, je pense pareil. J'aime pas trop quand c'est obligatoire. Quand il y a un Mm. petit truc, attention, c'est le moment de s'amuser. Allez, Non, amusez-vous! toi, t'as pas eu le choix, t'étais juste cloué dans ton lit pendant 10 jours. Arrête de mentir à tous les auditeurs là. T'as Pendant profité dans 15 ton lit jours. tout seul. Ouais, j'étais tout seul à l'article de la mort et tout le monde s'en est foutu. Tiens, en parlant de réveillon, est-ce que vous sacrifiez à la tradition des résolutions du Nouvel An, Marine? Alors, je fais plutôt un bilan sur ce que j'ai aimé dans mon année et pour qu'est-ce que je veux pas refaire parce que j'ai eu une année assez chaud patate et du coup, il y a des choses où je me suis dit, on arrête et on fait autrement. Ah, c'est cool ça. Je pense Mm, que c'est super comme principe. je Axel, préfère. tu fais quoi toi, Euh, Axel? Moi, je pense que j'ai quelques résolutions que j'essaye de tenir le plus longtemps possible. Donc, oui, je pense que je fais partie des gens qui prennent des résolutions pour à chaque début d'année pour commencer sur de bonnes bases. C'est bien. Et toi, James? Moi, j'arrête les résolutions parce qu'à chaque fois que j'en lance une, en moins de 10 minutes, j'arrive à la bafouer. Donc, tous les ans, je me dis, j'arrête de boire, j'arrête de fumer. Et tu vois, à minuit une, j'avais un verre à la main et une clope avec, quoi. Ah ben voilà. C'est bien. Moi, depuis 250 ans maintenant, je fais le calcul, mais c'est bien 250 ans, j'ai toujours les mêmes résolutions, plus de sport, moins de fêtes et maigrir. Eh bien, ça n'a jamais réussi. Bref, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? C'est le moment de démarrer vraiment. On aura la visite de Maurice Dacor tout à l'heure. Maurice Dacor est un écrivain qui a écrit plusieurs romans policiers mettant en scène un duo d'enquêteurs, Crevette et Bacardi. Il va sortir son quatrième roman, on l'aura dans l'émission. Et nous aurons aussi la visite de Vincent Paquet-Niès pour une interview extrêmement intéressante sur la construction sexuelle des deux genres chez les ados. C'est d'ailleurs le titre de son livre, Accompagner la construction sexuelle des deux genres chez les ados. C'est chez Double Ponctuation et on va l'interviewer pour ce livre. On en parlera plus tout à l'heure. Mais nous allons aussi parler de chiffres de vente, de séries et de cinéma. Et on commence justement par le cinéma. En avant. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors, on commence par des blockbusters, hein. Écoutez, on va parler de Aquaman 2, Le Royaume perdu, et Percy Jackson, la série de Disney+. Euh, qui avait vu le premier épisode de Aquaman? Moi, Marine, qu'est-ce que tu avais pensé du premier? eh ben justement, je me suis creusé la tête et je ne m'en souviens pas du tout. Faut croire que ça veut dire que je ne l'ai pas aimé. En tout cas, il m'a pas marqué. Je suis pas une grande fan de cette thématique et du coup, j'ai pas eu envie d'aller voir le deuxième. Axel, tu l'as vu toi le premier? Le premier, je l'ai pas vu du tout, mais le réalisateur, j'aime bien ce qu'il faisait, surtout notamment les films d'horreur, parce que à la base, il est quand même, j'ai l'impression, plus axé sur la thématique de l'horreur, mais un blockbuster comme Aquaman, ça m'a jamais vraiment tenté, et j'avais un peu peur d'être déçu par rapport au reste qu'il avait fait. Bon, alors effectivement, dans ses interviews,
Il a promis que dans le 2, il avait essayé de mettre un peu des éléments d'horreur parce que c'est un genre qu'il aime, effectivement. Tu as bien fait de ne pas aller le voir, hein. Même sur ça, c'est décevant. James, tu avais aimé le premier épisode de Aquaman? J'avais bien aimé, mais après, sans plus. Voilà, pour moi, c'est simplement du Thor réchauffé, le conflit avec son frère. Voilà, c'est pas vraiment quelque chose. J'avais bien aimé, mais j'étais pas hypé par le 2 et j'avais raison de pas être hypé par le 2. Et moi, j'ai juste une chose à dire, c'est le DCEU est mort, vive le DCU et le nouveau qui arrive en 2025 sous la sous la coupe de James Gunn. Ouais, je confirme, hein, il s'est vraiment mort et les acteurs, à mon avis, sont morts aussi pendant le film. C'est pas possible, quoi. Ouais. C'est- Ils jouent tous comme des tartes, comme des casseroles ou comme des enclumes. C'est une catastrophe, ce film. Je ne vois pas ce qui peut être sauvé dans ce film. Les effets Mais spéciaux vraiment. sont vraiment mauvais, mais alors vraiment Oh, mauvais. La Mais à ce série, point-là, ah oui. Déjà que dans le 1, c'était nul à chier, mais alors là, ils se sont surpassés dans la nullité. c'est les années 80, quoi. Voilà, c'est ce que j'allais C'est dire. horrible. On a l'impression d'être dans un film avec des effets spéciaux, mais des années 80, quoi. Avec, voilà, ils sont dans une pièce, mais en fait, au fond, on voit la mer avec le coucher de soleil et on voit à 3000 lieues qu'ils sont pas du tout, ils sont juste devant une carte postale, quoi. est-ce que c'est le même genre d'effet que sur Black Panther? Ou Ah non, c'est mieux, vu qu'il y Black a Panther, le thème de l'eau? Black Panther était mieux fait et pourtant Black Panther, Wakanda Forever, hein, tu parles, Mm, mm. était très mal fait. Mais là, c'est encore pire. Ah oui, Non, d'accord. là, pour moi, on est au niveau de The Flash. Je sais pas si vous aviez vu The Flash, Ah mais Oh oui. oui. Ah oui, Oh la là, oui, ah première oui, scène oui. avec les bébés, voilà, Ah, mais l'horreur. on est du même acabit, mais Ah ouais, c'est dans pas le, propre, hein. voilà. Et même les acteurs, hein, je le répète, mais Jason Momoa, c'est une catastrophe. Une catastrophe dans le film. Il passe d'une émotion à une autre sans aucune logique, sans aucune préparation. Ah, tiens, maintenant c'est drôle, alors je souris. Ah là, c'est un peu une émotion, là je vais faire un petit peu une tête émotive. C'est une catastrophe. Bon, après, en même temps, Jason Momoa, on peut pas dire que c'est un bon acteur. Enfin, à part dans Game of Thrones où il jouait le rôle de Khal Drogo et où il incarnait ce personnage pendant 6 épisodes avant de trépasser. Euh, voilà, c'est pas non plus dans le reste de sa filmographie. Il a une stature, il a un physique, mais on peut pas dire que ce soit un bon acteur. Ouais, il est pris pour son physique. Voilà. Ouais. Et en plus, dans Game of Thrones, il me semble pas qu'il y avait un rôle vraiment parlé, hein. Je crois qu'il était mieux la plupart du temps. Il Oui, était assis sur exactement. son trône à Il montrer était ses massif. biceps. Voilà, il était massif. Ok, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur Aquaman? Oh non, il n'y a rien à ajouter. Rien du Non, tout. bon, Ouais. À part n'y allez pas, vraiment. oui. On va passer à Percy Jackson, la série de Disney+. Marine, tu avais vu les films, il me semble, hein, c'est bien ça, les premiers? Ah oui, j'ai regardé Percy Jackson, ce que mon frère adorait, et du coup, je trouvais ça assez cool, après, sans engouement au point d'être fan, mais je trouvais que l'univers était sympa. Ouais, pareil. Moi, j'aimais bien l'univers, mais je trouvais ça très enfantin, les films. Ça m'a un peu laissé sur le côté. J'ai même pas regardé le deuxième, par exemple. Ouais. James, toi, tu as vu le film aussi, il me semble. Ouais, pareil, j'avais trouvé ça. Bon, je suis un peu plus âgé que Marine, mais j'étais déjà un peu plus vieux, mais vraiment très enfantin, trop enfantin même. Et puis, franchement, pareil, j'avais dû regarder le 2, mais ils avaient fini c'est une trilogie hein, à la base, c'est ça? Oui, c'est une trilogie, mais je crois qu'il y a deux films qui sont sortis seulement. Et ils n'ont pas fait le troisième, et le 2 avait tellement fait un flop qu'ils n'avaient pas fait le troisième, je crois. Oui, c'est ça, il me semble, hein, Et Et ça vous a aviez lu? tellement. Pardon. Non, non, je n'avais pas lu les livres. Et ça a tellement fait Bon, un flop qu'ils ont décidé de nous en faire une série qui, dès le premier épisode, nous montre que c'est tout aussi enfantin et tout aussi mauvais pour ma part. ouais, on va revenir sur la série, mais juste avant, Axel, je ne te pose pas la question parce que tu n'étais pas né à l'époque. Et donc, euh, Pour les non pas que ça films, m'énerve, si, mais voilà. j'avais j'avais 6 7 ans quand c'est sorti. J'avais quelques mois. Non, quand même pas. Voilà. Je sirotais mon biberon devant Percy Jackson. Je m'en Non, je souviens, on devais la poussette. avoir 7 8 ans, donc c'est vraiment des vieux souvenirs. Et honnêtement, j'ai dû regarder la fiche du film pour me remémorer un peu l'univers de Percy Jackson, mais j'en ai gardé un souvenir neutre, on va dire. Ça m'a pas marqué dans mon enfance, ce film.
Mais pareil, moi, ça m'a pas marqué dans ma vieillesse, ce film. Je, m'en- je Moi, l'ai laissé moi, de côté. c'est ce que je trouve vraiment dommage parce qu'en plus, enfin, la mythologie grecque, il y a tellement moyen de faire quelque chose d'exceptionnel Oui, avec des personnages, avec des histoires rocambolesques, une super, des super effets spéciaux, mais dans la mythologie, enfin, sur fond de mythologie grecque, on n'a jamais eu de bons films ou de bonnes séries comme ça de mémoire. Mais sur toute la mythologie, on peut citer l'auteur de livres Neil Gaiman, si je prononce bien, qui a fait toute sa carrière en reprenant et en recyclant toutes les mythologies nordiques ou grecques. Il a écrit de bons présages, pardon, adaptés par Amazon Prime. Là, il va sortir sur Netflix les détectives morts, Dead Boy Detective, si je me souviens bien, mais on peut aussi parler d'American God. Donc, ouais, avec du talent, bah, ça donne Neil Gaiman, quoi. Sans talent, ça donne Percy Jackson. Et pour finir sur la série, moi, je me suis fait avoir, hein. On m'avait dit, ah non, tu devrais voir, ça va te plaire, c'est beaucoup plus adulte que le film. Eh ben, allô, quoi, comme dit l'autre. ça À m'a quel l'air encore moment plus c'est. Mais enfantin, je oui, trouve. mais oui, mais c'est horrible. Enfin, c'est pour adolescents, mais c'est pas les adolescents de 15-16 ans, quoi. C'est l'adolescent Oui, de 10-11 ans, quoi. C'est pas forcément mauvais, mais bon, moi, je suis pas Axel, 17 ans à peine. Donc, j'accepte. ouais, c'était vraiment mauvais, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Mais écoutez, on va arrêter là cette petite séquence sur les blockbusters décevants. On va faire je vous propose de faire une petite pause, hein, un petit moratoire sur les films d'essai et séries Marvel. Ça commence à me sortir par les yeux. Tellement de déceptions, c'est pas assez gérable pour moi. Oh, mais t'inquiète pas, Ça devient plus euh, gérable. en 2024, je crois qu'il n'y a qu'une série Marvel et un film Marvel, donc on n'en parlera pas tant que ça. Ouais, Voilà, tant Ça 2025 mieux. va. sera peut-être meilleur pour C'est Marvel. c'est léger. Voilà. Donc, Marvel et DC, on vous dit à bientôt en À, 2025. Bye à bye. 2025. Ciao. Pour terminer cette séquence, une bonne fois pour toutes, j'ai des petites questions sur le tournage d'anecdotes, sur le tournage de Aquaman. Amber Heard a failli être virée d'Aquaman, mais elle a été sauvée par un homme. Est-ce que vous pouvez me dire lequel? Ah, pas Johnny Depp. Non, 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 pas Je du dirais tout, parce qu'elle a failli William, être virée. William Dafoe, peut-être? Non, pas du C'est un tout. des acteurs, c'est un des acteurs avec elle? Ah non, pas du tout, c'est pas un Non. acteur. C'est quelqu'un du monde du cinéma quand même? Son avocat? Non, pas du tout. Pardon, Ah, bah, Marine? Son avocat? Non, pas du tout. c'est quelqu'un de sa famille? Ah, c'est quelqu'un qui aurait pu être de sa famille, mais qui ne l'est plus. Son, C'est la fille de Johnny Depp. Non. son ex-beau. Johnny Mais Depp c'était tout sur une court? piste, Jérémy. Pardon, Hein? Axel? Johnny Depp lui-même? Non. Non, 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 oubliez Johnny Depp, Ah, c'est pas Johnny Depp. C'est bah, quelqu'un de la famille d'un de ses ex? Euh, Ben non, c'est son ex. C'est son ex carrément. On peut c'est un avoir un homme indice quand d'affaires? même. C'est un homme d'affaires, ouais, c'est C'est ça. Donald Trump, elle s'est tapée Donald Trump. Non. Oh, Enfin, O pour Donald Trump ou O pour Amber Heard? Bon, on dira pas. Non, Ah, Elon Musk? Thomas Pesquet. Ah non, oui. bravo Axel. Ah, Ah, Elon Musk. Exactement, c'est bien lui, ouais. elle est C'est sortie bien avec lui. lui. Elle est sortie avec lui en 2018, au moment où toute cette histoire est sortie, au moment où le studio Warner Bros. Pardon, a décidé de la virer. Il voulait vraiment la virer. Et Elon Musk a envoyé un courrier via ses avocats à Warner Bros. En disant que ça n'allait pas se passer comme ça et qu'il allait les terminer, les finir, et qu'il n'y aurait plus jamais de Warner Bros. À l'avenir. Donc le producteur a prétendu qu'il n'y avait aucun rapport avec l'affaire Johnny Depp. C'est juste parce qu'elle était mauvaise à l'écran, ce qui est pire. Mauvaise à Ah, l'écran, qu'il n'y avait pas d'alchimie avec Jason Momoa, donc il fallait la virer. Le réalisateur a prétendu que c'était dans le scénario dès le début, que le premier film c'était un truc euh, centré sur la famille et l'amour, et que le deuxième film c'était un buddy movie entre guillemets. Donc il n'y avait pas besoin de présence d'Amber Heard. Bon, bref, il y a, comme dans toutes ces histoires-là, la vérité, elle est ailleurs. Je vous propose de faire une petite pause musicale, et non, ce n'est pas vous qui choisissez, c'est moi. On va écouter I Don't Wanna Sleep de Manskin. Je prononce ça cool. comme je veux.
dance, 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 dance until I die. Medicate myself till my head is in the sky. Oh, oh, when I close my eyes I get too lonely. Don't wanna sleep at all. Don't wanna sleep at all. Somebody come to take on my body. This is the shittiest party I've ever seen in my life. No, 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 I'm not leaving. Gonna get my feet on the ceiling. Gonna drink away all my feeling. And no, it's not gonna heal me. But I'll dance, 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 dance until I die. Wearing Lucy's diamonds to get a little shine. Oh, oh, when I close my eyes I get too lonely. Don't wanna sleep at all. Don't wanna sleep at all. Somebody come to take on my body into another dimension. I'm so bored of my life. I'm a lion tamer of indecent behavior, making love with danger. It's not gonna heal me, but at least I like it, and I don't wanna change it. I know it's bad, don't get me wrong. There's something in the strangest momentary flavors. I don't wanna sleep at all. No, I don't wanna sleep at all. Don't wanna sleep at all. No, I don't wanna sleep at all. Dance, 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 dance until I die. Dedicate myself till my head is in the sky. Oh, oh, when I close my eyes I get too lonely. Don't wanna sleep at all. Mais écoutez, ça nous fait une bonne transition vers notre prochain invité. Je vous recommande vraiment ses livres. Il s'appelle Maurice D'accord. Il a écrit des romans policiers mettant en scène Clevette et Bacardi, un petit duo d'enquêteurs. Alors, il a écrit Tantôt Mergo, Le secret des mages du Trident Rouge, L'affaire des flambeaux noirs. Là, il va nous parler de son 4e roman qui ne tardera pas à être publié. Tu lis quoi, toi? Alors, nous recevons Maurice D'accord pour la prochaine sortie d'un 4e tome des aventures de Crevette et Bacardi. J'invite tout le monde à aller écouter une première interview qu'on avait faite lors de la sortie de son 3e roman, L'affaire des flambeaux noirs, qui, moi, est mon préféré des 3 livres sortis jusqu'à présent. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Maurice D'accord, déjà, bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on s'était dit lors de la première entretien, lors du premier entretien. On va carrément aller dans le vif du sujet. Pourquoi, moi, le 3e tome de votre série, Les enquêtes de Crevette et Bacardi, est mon préféré, parce que je trouve que c'est le plus abouti dans votre écriture et dans l'histoire. Le plus abouti dans l'écriture, c'est-à-dire que dès que j'ouvre votre livre, je sais que c'est vous. Il y a vraiment, je l'ai dit et je l'ai écrit même, c'est vraiment des romans avec des gueules. On a les personnages en tête direct dès que vous les décrivez. Il y a un vrai style. Moi, ça me fait vraiment penser au dialogue et au film de Michel Audiard. Les dialogues ciselés, etc., avec les personnages, une galerie de personnages et de portraits. Et dans le 3e, il y a plein de références qu'on avait déjà dans le premier et dans le second, dans le 2e. Mais dans le 3e, c'est vraiment... il y en a encore plus. Et même, dès que je n'avais pas spoté, entre guillemets, puisque vous m'en avez dit, vous m'en aviez dévoilé plus lors de l'interview qu'on avait faite il y a à peu près 1 an. Donc vraiment, moi, le dernier roman, je l'adore. Et d'ailleurs, on l'offre en cadeau à nos auditeurs avec un petit concours dont je parlerai à la fin.
J'ai beaucoup parlé, ça fait beaucoup comme introduction. Maurice, d'accord, à vous. Bon, d'abord, je voudrais dire que ce que vous me dites me touche beaucoup parce que les quelques blogueurs qui me suivent, qui suivent mes livres, ont tendance également à, enfin ceux qui aiment en tous les cas, bon, généralement ils aiment, sincèrement, ont tendance à faire comme vous, à me dire on reconnaît le style, on reconnaît au début. Pour ce qui est des dialogues ciselés, ce que j'essaye de faire, je m'attache à avoir des phrases avec une certaine musicalité, comme si j'écrivais un poème. Ça a l'air très prétentieux, mais en fait, c'est très simple à expliquer. J'essaye de pas avoir de phrases trop lourdes. Je traque la moindre répétition. Alors, j'y arrive pas toujours. Puis, des fois, je me laisse aller à des phrases enfin, on va dire trop longues, mais j'essaye d'avoir une espèce de souffle dans chaque phrase. Et ça, pour moi, c'est très important. En outre, je crois vous l'avoir déjà dit, plus que des romans d'histoire, même si là, au fil du temps, les histoires, commencent à mieux se dessiner, je m'attache à écrire des romans de personnages et donc j'essaye de bien de bien décrire, de bien détailler tout l'univers du commandant Crevette qui, dans le prochain, va s'enrichir également. Et ça, je vous en parlerai, dans quelques secondes. Alors, justement, on revient sur les héros, donc c'est Crevette et Bacardi. Moi, j'adore Bacardi. Donc, Bacardi, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un de lambda, mais qui a trouvé une super idée, c'est d'aider les gens qui ont des problèmes de couple et qui divorcent. Alors voilà, qui divorce ou qui, enfin, personne mariée ou personne en concubinage et qui sont séparés ou en passe de l'être. Il s'est aperçu que lorsque les gens divorcent, et on va prendre le cas du divorce, c'est plus simple, le vide se faisait autour d'eux. Les amis ne savaient pas comment se positionner, ou alors s'ils se mettaient avec l'un, ils ne reconnaissaient plus l'autre, etc. Et il s'est dit, je vais bientôt prendre ma retraite, donc qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je pourrais tout bêtement les écouter sans être un psy? Il est surtout pas psy, Bacardi. Tout bêtement les écouter, puis essayer de voir avec eux, sur quelques conseils simples, ce qu'ils pourraient faire. Et l'entreprise se met à marcher, mais au-delà de toutes ses espérances, à telle enseigne que bah, il finit par travailler pratiquement 6 jours sur 7, voire, je le dis dans le prochain, voire certains dimanches, si vous voulez. Et donc, c'est comme ça, c'est à la faveur de ce métier, enfin de cette activité qu'il rencontre Crevette. Ça, c'est le premier roman, puisque il se trouve que dans les crimes que le commandant Crevette a à résoudre, il y a une cliente, enfin, deux clientes même d'Eddie Bacardi. Effectivement. Et Crevette, c'est plutôt le commissaire de police, le commissaire, pardon, pas le commissaire de police, Commandant. le commandant de police qui, euh, alors j'ai envie de dire qu'on n'en fait plus, quoi. C'est-à-dire Oui, c'est que, vrai, c'est à l'ancienne, c'est un type qui marche à l'intuition, à la jugeote, dans le bon sens du terme, qui affecte l'air d'être un gros lourdeau qu'il n'est surtout pas, parce qu'il peut être très fin. Mais bon, il aime bien se donner ce côté un peu lourdeau, un peu bourru, au diable pour la parole, mais dans la veine démaigrée pour le personnage, quoi, si vous voulez. ouais, voilà, on n'en fait plus, mais aussi moderne. C'est-à-dire qu'il n'est pas, Complètement. ouais, il est pas dans, on n'est pas dans 1960, quoi. Même si vous ne datez pas vos romans, il y a de la modernité dans les personnages. Figurez-vous que dans le prochain épisode, si j'ose dire, il y a un journaliste qui lui demande, il lui dit, mais il paraît que vous récusez les méthodes modernes, côté scientifique, le profilage, etc. Et il répond que non, il dit, moi j'accepte, bien évidemment, je ne suis pas forcément un fan, j'accepte à condition que ça n'interfère pas, ça n'alourdisse pas mon enquête, mais il n'est pas fermé, si vous voulez. Mais c'est vrai qu'il le dit souvent, son job, c'est plutôt d'interroger les indicateurs, secouer les concierges, comme il dit, enfin, travailler sur le terrain, dans le renseignement, et puis se faire une idée, bien évidemment, du dénouement, de l'éventuel dénouement de l'intrigue. Hmm. Oui, c'est ça. C'est pas des experts, quoi. C'est pas Non, CSI. pas du, alors Mais, c'est le généraliste absolu, oui, effectivement. c'est amusant parce que là, il y a un article dans le journal, dans le Canard enchaîné qui est paru il y a pas longtemps où justement on reproche aux services de renseignement de faire trop dans le moderne et de plus être dans le personnel, quoi, de plus être Ça, dans la relation pour aller chercher le renseignement. oui, les renseignements généraux, c'était ça leur boulot, hein, c'était le bistrot du coin, il n'y a pas de problème.
Gauthier Pierre, avant qu'on poursuive sur le quatrième tome, est-ce que vous voulez intervenir? Moi, tiens, je me demandais comment vous avez commencé à imaginer ces personnages, cette histoire, et que vous avez ensuite continué là sur 4 tomes bientôt. Ouais, c'est très simple. J'ai d'abord commis plusieurs romans. Je me suis aperçu bon, que je ramais énormément pour les écrire. C'était des romans classiques, souvent des romans d'amour, mais pas forcément. Par contre, que j'arrivais toujours à bien cerner des personnages. À l'époque, j'ai vu que bon, j'étais pas insensible au fait, enfin, je savais que le polar est un domaine qui intéresse pas mal de gens. Et je me suis dit, essayons ce genre-là. Bon, alors, bien évidemment, je ne suis pas un expert moi non plus. Il n'était pas question que je fasse des romans comme j'en lis. J'en ai encore lu récemment l'autre jour, où il y a où l'auteur maîtrise la technique, la technicité, si vous voulez, des policiers. Donc, j'ai préféré rester dans le domaine, effectivement, euh, comment dire, du flic à l'ancienne, ce qu'on vient de dire, qui réfléchit, qui essaye de trouver des indices, etc. Et bon, alors, ceci posé, j'avais un petit bout de roman que j'avais commencé, que j'avais jamais écrit. Je vous dis tout là, qui devait s'appeler La boutique des divorces, et c'était l'idée d'écouteur de ce que fait Eddie Bacardi. Bon, donc ça, je le garde dans un coin. Je me dis, ok, celui-là, on peut le retenir comme personnage. Et maintenant, il me faut un flic. Et j'allais pas reprendre Monsieur Dupont, Monsieur Durand, etc. Je voulais un flic marrant. Bon, voilà, ben, je l'ai baptisé Crevette, comme je le dis, ça aurait pu être Homard ou autre chose, ou un autre nom de poisson ou de bestiole. Et c'est devenu le commandant Crevette, et qui va rencontrer Eddie Bacardi, qui vont faire un tandem, ce qui est assez classique en littérature policière. D'accord. Et Gauthier? donc, et la partie autour des mariages, du coup, autour des divorces plutôt, vous disiez que vous aviez repris un projet que vous aviez Oui, commencé. j'avais repris un projet. J'avais quoi? J'avais une dizaine de feuilles, hein, pas plus. Effectivement, je m'étais dit, je vais écrire un peu un truc qui s'appellera La boutique des divorces, où ça sera l'histoire de quelqu'un qui reçoit des gens, enfin des gens seuls qui viennent conter leur malheur, etc., qui sont un peu désespérés. En majorité des femmes, mais pas que, il y a également quelques hommes. Et d'ailleurs, dans le premier tome, dans Tantou Mergo, l'activité d'Eddie Bacardi occupe beaucoup plus de place. J'ai tendance, allez, j'allais dire malheureusement, au fur et à mesure que mes enquêtes policières s'étoffent, de parler un petit peu moins de Bacardi. Donc là, maintenant, je vais m'efforcer quand même à en reparler un petit peu plus, parce qu'il rencontre quand même des gens étonnants. Et du coup, comment s'appelle le quatrième tome? Il s'appelle La lanterne des morts. Ok. Tout un Ah, programme. ah, ouais. Alléchant, hein, comme tous les titres. Le premier, c'était Tantum Ergo. Ensuite, il y a eu Le secret des mages du Du Trident Trident Rouge. Rouge. Ça, c'est le titre parfait. L'affaire des flambeaux noirs. Et maintenant, la lanterne des morts. Lanterne des morts, qui est jadis, enfin, ça existe encore, sont des édifices en pierre, euh, de forme un peu cylindrique, évasés, creuses plus exactement au sommet, dans lesquels on faisait brûler un feu lorsqu'il y avait un mort dans la commune. Alors, Truc gai, quoi, réjouissant, quoi. ouais, comme tout bon polar, quoi, entre guillemets, il faut un petit côté qui fait frissonner. Sans trop spoiler, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter le début de l'histoire, comment on entre dans l'histoire cette fois-ci? Bien, vous savez, je suis comme, alors là, je vais paraître très prétentieux. Je suis comme Bukowski ou Céline qui n'aimait pas, Bukowski dit qu'il n'aimait pas les entrées pastorales. Vous savez, il faisait beau ce matin-là lorsque. Nanana. Donc, en général, on essaye d'entrer tout de suite dans le vif du sujet. Et c'est Eddie Bacardi, ça démarre par une de ses répliques. Il dit: Comment ça, il est mort? En fait, c'est une de ses clientes, enfin de ses patientes, qui vient le consulter en lui disant que son mari a disparu, pardon. Alors, elle lui explique, etc. Il a été déclaré mort et tout. Bah, il lui dit: Écoutez, moi, je suis désolé, je m'occupe des personnes divorcées, on passe de lettres, mais pas des veuves, quoi. Et puis il lui dit: De toute façon, s'il est disparu, qu'est-ce que vous voulez faire? Elle lui dit: Mais il me hante toutes les nuits, il me harcèle, et il me demande de le rejoindre à la lanterne des morts. Et c'est comme ça que ça commence. Ok, Excellent. super, super début. Je ne sais pas si c'est super, mais enfin, ça commence. Bon, après, il va raconter ça à Crevette, etc., etc.
Ben, ça donne envie, en tout cas, ça ouvre l'appétit, nickel. Mais de mémoire, hein, ce genre de début, il me semble que c'est dans Les Secrets du Mage du Trident Rouge qui démarre aussi en coup de poing avec le meurtre horrible de l'adolescent Oui. dans un immeuble abandonné, quoi, qui est assez une scène Un assez. immeuble en construction, oui, oui, tout à fait. Oui. Ouais, un immeuble à construction assez lourde, effectivement. Gauthier Pierre, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Intervenir? Est-ce que vous avez une question? Pierre, non? Gauthier? Non, non, pas de question. Hâte de lire le roman. Nickel. Ben, je veux dire la même chose. Hâte de lire le 4e tome, dont je suis fan, hein. Je l'avais déjà dit, je vous le redis. Je suis fan maintenant de Crevette et Bacardi. On va offrir aux auditeurs L'Affaire des Flambeaux Noirs, qui est le 3e tome de la série. J'invite tout le monde à avoir, à se procurer les 3 tomes. C'est aux éditions de l'Harmattan. Et pour le gagner, c'est tout simple. Il faut envoyer un mail ou un message sur Twitter, enfin X, pardon, ou Instagram en répondant à la question suivante. Comment s'appellent les 2 héros de la série de Maurice D'accord? Alors attention, je serai intransigeant sur l'orthographe. Donc Crevettes avec 2 T et Bacardis avec 2 C. Voilà, parce que ce n'est pas le rhum. Hein. Voilà. Je ne viens absolument pas de donner la bonne réponse, donc advienne que pourra. Maurice D'accord, je vous remercie vraiment d'avoir accepté C'est cette moi, c'est petite moi. interview et je vous dis à bientôt pour le 4e tome. Voilà, Maurice D'accord, donc on mettra les liens sur tous les réseaux sociaux et sur le site. Et puis je vous propose d'enchaîner tout de suite avec le cabinet des savoirs. James, je te donne la parole, c'est à toi, c'est ta chronique, c'est ton moment, en avant. Super, merci Christophe. Bon, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du cabinet des savoirs. Là, en plus, on a un nouveau participant. Axel, je crois que c'est la première fois pour toi. Première fois. Ah, première fois. Donc, Ok. je répète un peu les règles. Hein. Voilà, Parfait. le but 3 questions, 1 minute pour répondre à chaque question. Et celui qui réussit à avoir le plus de bonnes réponses est couronné roi ou reine des cabinets. Je crois que c'est Christophe qui a récupéré la couronne la dernière fois. Effectivement, ouais. je suis dans une guerre absurde avec Marine Ouais. Faut avoir une super conserver, couronne. pour conserver la couronne. Allez, il est temps de jouer, refermez la porte, je m'enferme dans mon 2 mètres carrés, on tire la chasse et on joue au cabinet des savoirs. C'est parti, la première question. Alors, attention, question de culture générale. Il y a un fait sur les flamants roses d'ordre écologique qui fait frémir plus d'un des partisans verts. Est-ce que vous sauriez me trouver ce fait qui est vraiment écologiquement désastreux, ahurissant et qui en fait frémir plus d'un? C'est en rapport avec les vaches? Non, j'en parle de flamants roses. En rapport avec ce qu'il mange. Il me semblait que c'était dans ma question pourtant. Oui. J'ai un langue de fou. Non, alors je précise, est-ce que c'est par exemple les vaches, elles pètent et elles détruisent l'ozone? Est-ce que c'est un petit peu la même chose? Flamand rose. Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Absolument pas. C'est en rapport avec Ok. ce qu'il mange. Non, c'est pas du tout en rapport avec ce qu'ils mangent. Non, absolument pas. C'est un rapport avec ce qu'ils font? Non, Ou c'est pas en c'est. rapport. En fait, c'est pas en rapport avec l'animal en lui-même. C'est plus en rapport avec un type de flamant rose, plus présent qu'un autre. Et écologiquement, c'est ahurissant et désastreux. Ah, parce qu'ils bouffent quelque chose qui est important pour la nature? Non, Bah, du coup, absolument non. pas. C'est pas le flamant rose en lui-même, hein, justement. Ah. C'est un autre type de flamant rose. On va dire qu'il peut y avoir plusieurs types de flamants roses. C'est pas forcément une espèce, mais il existe des flamants roses tels qu'on les connaît, tel animal. Et il va exister des flamants roses d'une autre sorte. Et ce type-là est beaucoup plus présent que l'espèce animale. Et du coup, c'est désastreux. Est-ce que c'est pas comme en Australie où le gouvernement avait fait une guerre contre des animaux parce qu'ils détruisaient la végétation? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, non, c'est absolument pas ça. Elle est difficile cette question. Elle n'est pas Ouais. évidente. Ah Est-ce que ouais, elle est technique, hein.
Elle est très technique. Mais je ne peux pas trop vous en dire sans vous aiguiller vraiment vers la bonne réponse. Je vous en ai déjà dit pas mal. C'est pas... Là, on ne cherche pas le flamant rose, l'animal. Mais je sais pas, quand on parle de flamant rose, mais qu'on ne parle pas de l'animal, qu'est-ce qui vous C'est évoque? une marque? Non, ce n'est pas une marque. Ça reste un animal ou on ne cherche pas un animal? On cherche un animal, mais pas de matière animale. Oh mon Dieu, mais Oula. c'est métaphorique. Ça m'a perdu là. Qu'est-ce qui vous a trouvé comme question? Parce que c'est Ah, je suis inflammable. Il s'enflamme paumée, et moi. il fout le Alors, feu à la forêt. oui, alors, Autocombustion. c'est inflammable, effectivement. Cette matière est inflammable, mais quelle est cette matière? On en a Tu tous sais eu quoi, un je quand reste on sur ma était gamin. première proposition, c'est les vaches. Ouais, Les cons, on en a tous? on en a tous eu un quand on était gamin. C'est un hochet, Sophie la girafe? Alors, ben, c'est pas Un Sophie la ours? girafe, mais Sophie la girafe, elle est faite en quoi? En En plastique? plastique. Et donc? Sophie la girafe est faite en flamant rose, en peau de flamant rose. Non, mais non, en plastique, effectivement. Donc, voilà, les flamants roses en plastique. Et donc, pourquoi c'est catastrophique? Parce qu'il existe plus. Le Il flamant rose existe en plus plastique de... que de vrai. Exactement. Ah, Marine qui marque un point. Bon, pas mal aidé, hein. Mais il existe sur Terre Ah, plus de flamants roses en plastique que de flamants roses, de réels flamants roses. Et donc, Et ça, on- c'est est-ce qu'on désastreux sait pour combien l'écologie. de flamants roses il y a à peu près sur Terre? Non, 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 Parce il n'y a pas de que... nombre exact. Mais il en existe plus en plastique Ok. qu'en réel. Les deux prochaines questions. Les deux prochaines questions, elles vont teaser un peu l'émission de la semaine prochaine. Donc, à vous, auditeurs, si vous savez de quoi on va parler, je suis certain qu'on vous reverra sur les antennes vendredi prochain. Donc, on connaît tous la version de la Justice League de Zack Snyder et ses scènes retournées pour la sortie de la vision du réalisateur, quelques années après le premier jet cinéma. Et certaines nouvelles scènes, notamment avec Ezra Miller, qui jouait Flash, je le rappelle, ont connu une toute nouvelle façon d'être tournées. Laquelle? Alors c'est technique, hein, ça n'a aucun rapport avec ces déboires juridiques. Oui, non, non, c'est complètement technique. Comment ont été tournées ces scènes? Et c'était la première fois que des scènes de cinéma avaient été tournées de cette manière-là. Pour Zack Snyder, ce serait qu'il a tourné pour une fois en vitesse réelle et pas au ralenti. Je n'attendais pas moins de ta part, de toute façon, sur une question comme ça. Non, c'est pas ça. C'est quelle année, Ok. si je peux... Quelle année? C'est durant le Covid. Les scènes qu'il a retournées, c'est entre 2020 et 2022. Et on cherche la manière dont ça a été tourné. Ouais, c'est une façon dont jamais une scène de cinéma n'avait été tournée comme ça. Et là, elle a été tournée de cette manière. Est-ce que c'est pas avec des écrans LED, les énormes écrans LED? Non, pas du tout. Faut se mettre dans le contexte sur le fait que on était en Covid. Par Zoom? Exactement. Super bonne Non. réponse. Arrête, Super bonne réponse. arrête. Non, mais- C'était vraiment au pif, là. C'est vrai, t'as dit ça au pif? Eh ben, Ah, mais c'est une très bonne réponse. Bonne réponse. Les scènes, elles ont été tournées par Zoom. Pourquoi? Parce Comment que c'est oui, possible? mais oui. parce qu'en fait, Ezra Miller, du coup, il fallait retourner des scènes avec lui pour la version de Zack Snyder, mais il était déjà sur le tournage des Animaux Fantastiques. Et donc, du coup, ils ont tourné certaines scènes avec lui qui ont été tournées via Zoom. Bon, voilà. Donc là, du coup, ça nous fait un partout, un point pour Marine, un point pour Axel. Christophe, il faut, si tu veux jouer l'égalité parfaite, c'est maintenant. À toi de jouer, Anne, Christophe. voilà. Hein. Ou sinon, on va avoir un nouveau roi ou une nouvelle reine. Alors attention, dernière question. On va parler Prince of Persia, le jeu vidéo. Je ne sais pas si vous le connaissez trop. Alors, on a connu surtout le jeu vidéo, surtout pour les plus jeunes à sa sortie, sur des remasterisations au début des années 2000, mais le jeu il date de 1989. Et j'aurais aimé que vous me donniez le premier pitch le pitch du premier jeu, du premier Prince of Persia. Oula. C'est compliqué Oula. quand on n'y a pas joué. Ah, Je crois que j'ai même pas le pitch de la licence. Je Ah, ne sais d'accord. pas. Du coup, ça va être plus compliqué. Alors, Christophe. Oui, j'avais déjà 198 ans à l'époque de la sortie de Oui, Prince of le Persia. premier. Donc, Et alors, effectivement, comment de mémoire, il y a une... Pardon, James, on a parlé en même temps. Vas-y. comment il se jouait? Il avait une particularité bien précise, ce jeu, quand même. Alors, de mémoire, il était en 2D. Oui, tout à fait. Il était très
Les animations étaient très poussées. Oui. Et là, je vois pas quoi dire de plus. Il y avait une princesse à sauver. Euh, Il était oui, bloqué dans un oui, grand palais et il devait exactement. monter à chaque Il y avait une fois princesse à d'étage en sauver, étage. effectivement. Et du coup, et comment, si on voulait sauver la princesse, qu'est-ce qu'on devait faire et qu'est-ce qu'on ne devait surtout pas commettre pour perdre le jeu? Alors, c'était très acrobatique. Il devait sauter, se Ouais. mettre au bord des précipices et ne pas tomber dans des trous sans fin, Ouais. Et avec des pics. aujourd'hui, un jeu et même les nouveaux Prince of Persia, vous pouvez mettre 10-15 heures pour le terminer. Et lui, ce premier Prince of Persia, il avait une particularité bien précise. Ah, il pouvait. Il fallait... Vas-y, Axel. Non, 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 vas-y, vas-y. Non, vas-y, Axel. Ah là Non, là, trop de. c'était non de l'intuition. Est-ce que on pouvait le terminer en moins de 10 minutes ou Alors, tu pouvais le terminer en moins de 10 minutes, mais c'était pas ça la particularité du jeu. Non, c'était en temps réel. Ça se joue en temps réel. Tu lançais une partie, tu Exactement. avais un chronomètre à Et donc, terminer avant la fin. et Ah. c'était quoi le chronomètre? 1 heure? 1 heure, exactement. C'est un jeu qui se terminait en 1 heure. Et si vous ne l'aviez pas terminé en 1 heure, vous perdiez, vous deviez tout recommencer au début. Voilà. C'était une Bravo, Christophe. particularité. Ouais, c'était top. Bah, très bien, Christophe. Tu récupères le point. Donc, on est une égalité parfaite. Et donc, je reviens Bravo, sur ce Christophe. mode de jeu. Parce que ce mode de jeu, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'avait plu et qui était quand même hyper poussé pour l'époque, 1989. Ouais. Dans le sens où même quand on passe, il y avait 8 niveaux de mémoire et dès que vous passiez un niveau, vous aviez un code en fait pour reprendre la partie à ce niveau-là et pas reprendre au début si jamais vous vous faisiez tuer par un garde, par exemple. Mais chaque minute, il avait été conçu énormément de codes. Chaque minute de chaque niveau était donnée pour un code parce que vous pouviez revenir jouer le lendemain. Vous rentriez votre code, mais c'était le code qui était à 44 minutes au niveau 2. Et donc, vous repartiez à 44 minutes du niveau 2. Donc voilà. Eh ben super. Eh ben voilà. Merci pour ce cabinet des savoirs. Aujourd'hui, on n'a pas de personne n'est couronné, gagnant. ou alors vous partagez la couronne. Eh ben j'espère que la prochaine fois, on aura quelqu'un de plus calé que les autres, parce que là, c'est une égalité parfaite. Alors je vous dis merci à tous et à la prochaine pour le cabinet des savoirs. Merci, James. Ben, on fait une petite pause musicale. Pourquoi pas écouter Crazy de. Alors, faut que je retrouve le nom de l'artiste. De Gnarls Barclay. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you are having the time of your life. But think twice. That's my only advice. Come on now, who do you think you are? Bless your soul. You really think you're in control? Well, I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy, just like me. My heroes had the heart to lose the lives I wanna live, and all I remember is thinking I wanna be like them. Ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come, and I can die when I'm done.
pour cette dernière séquence, on reçoit Vincent Patiniez, qui a écrit un livre qui s'appelle Accompagner la construction sexuelle et de genre chez les ados, et c'est édité chez Double Ponctuation. Bonjour Vincent Patiniez. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir, effectivement, c'est 18h et quelques. Je vous remercie vraiment d'avoir accepté notre demande d'interview. Comment j'ai découvert le livre? On en avait parlé en préambule. J'ai d'abord vu le documentaire quand il était sorti de Petite fille de Sébastien Lifshitz. Moi, j'avais été un peu sur les fesses, on va dire, de l'attitude de l'école et du médecin. Et les deux attitudes me semblaient complètement inadéquates à la détresse de l'enfant et de la famille. Mhm. Et je me disais, mais comment, après tout, je me disais, bon, bah, ça leur tombe sur la tête, comment ils peuvent, comment on réagit à ça, quoi. Et j'ai trouvé votre livre chez un ami qui est professeur. Il était là sur sa table basse, et je m'en suis emparé, du coup, et j'ai commencé à le lire en pensant que ça allait être très académique, on va dire. Ouais, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Très académique. Alors, il y a un côté académique avec une très bonne idée, c'est-à-dire qu'il est truffé de QR codes pour envoyer à des documents, à des ressources. Ça, c'est une super bonne idée. C'est vous qui avez eu cette idée? Eh ben, c'est vraiment, moi j'aime bien parler du livre aussi, vraiment en espèce d'aventure partagée, c'est-à-dire que on en a beaucoup discuté avec Étienne, l'éditeur, on s'est dit voilà que ce serait une super idée pour augmenter la lecture, parce qu'en fait il y a tellement de ressources, tellement de références que ça pouvait permettre d'avoir vraiment une lecture interactive et que ça apportait un petit plus et voilà l'idée d'insérer ces QR codes pour pouvoir voilà accéder à des ressources de manière un peu plus simple. Donc voilà, on était tout à fait d'accord sur l'idée. Voilà. Après, il y a eu tout le travail de mise en forme, etc. Donc, notre collègue, enfin, la maquettiste du projet a vraiment très, très bien agencé tout ça et je suis ravi du résultat. Voilà. Donc, et je suis ravi de vous entendre aussi, d'avoir un retour sur ces QR codes, comme quoi, voilà, c'était une bonne idée. Donc, ça me fait plaisir Mm. d'entendre ça. Et voilà, je transmettrai à mon éditeur, il sera très heureux. Ouais, non, c'est une super bonne idée. Il y a un côté pratique, du coup, Bien de mise sûr. en application de ce qu'on lit, et ça appuie la réflexion qu'on peut avoir par Mm. soi-même ou par rapport aux personnes concernées. Vous, quand vous avez écrit le livre, pour vous, il devait s'adresser à qui? Alors en fait, au départ, quand on allait discuter avec l'éditeur, c'était vraiment pour accompagner les personnels en établissement scolaire par rapport à toutes les questions en fait qui me sont posées, soit en formation, soit sur les réseaux. On me pose beaucoup de questions sur comment faire, comment agir. Je suis pas légitime. Est-ce que tu peux me donner parce que je partage beaucoup mes séances en fait sur les réseaux et j'ai eu beaucoup de questions du type est-ce que tu peux m'envoyer ta séquence, ça m'intéresse, etc. Mais en fait, je voulais quand même faire prendre conscience et c'est ce que je mets en introduction que le clé en main c'est assez limité aussi, c'est-à-dire qu'on peut donner des idées, mais après, c'est à chaque personne, en fait, de s'approprier l'exemple et d'aller chercher un petit peu, puis de s'approprier forcément le contenu pour pouvoir le livrer au mieux aux élèves. Et puis, on n'a pas les mêmes élèves, on n'a pas les mêmes publics, on n'a pas les mêmes objectifs. Et quand on a discuté avec mon éditeur, on partait plutôt de ça. Et au fur et à mesure de l'écriture, on s'est vraiment dit que, en fait, ce qui serait bien, c'est que ça s'adresse finalement aux adultes de manière un peu plus générale, y compris aussi aux parents, responsables légaux, légales, pour voilà expliquer un petit peu ces situations-là. Et au fur et à mesure du projet, même au-delà de ça, c'est-à-dire qu'autour de moi, j'en parlais à des personnes ou à ma famille et ça intéressait même finalement même le milieu médical en fait par rapport à l'accompagnement qu'on peut avoir aussi des patients et des patientes dans les hôpitaux et en fait ça s'est vachement élargi au niveau du public et je me suis dit que c'était un peu l'idée derrière, c'est-à-dire que c'est des questions que tout le monde se pose et je me suis dit ben tiens en milieu scolaire oui parce que c'est là où je travaille mais on a essayé d'avoir vraiment une prise de hauteur sur les précisions. Alors oui, il y a beaucoup d'exemples sur l'établissement scolaire, bien évidemment, parce que c'est là où je travaille, mais on a essayé d'avoir une dimension un peu plus finalement plurielle pour accompagner finalement en fait les adultes de manière générale, voire même finalement les élèves. C'est-à-dire que je vois tout à fait des élèves aussi au lycée accéder aux livres, etc., et comprendre aussi comment on peut les accompagner et puis éclaircir aussi des éléments de vocabulaire et aussi des enquêtes, voilà, la littérature scientifique sur les sujets. Donc, au fur et à mesure, finalement, le public visé s'est vraiment agrandi, en fait. Voilà. Et j'en suis très heureux. Oui, et ça se sent à la lecture. Alors, on voit le côté académique, entre guillemets, comme j'ai dit tout à l'heure, par le biais des exemples et de certains chapitres qui ne parlent que de comment se confronter à l'école et aux enseignants. Mais il y a aussi tout un côté hors école, on va dire, qui, Exactement. ouais, Exactement. extérieur, ouais, qui est très
très, j'allais dire très utile, en fait, l'air de rien, quand on réfléchit sur ces questions, qu'on y est confronté. Euh, Ne serait-ce que le vocabulaire d'ailleurs. C'est vrai que le vocabulaire s'adresse finalement à tout le monde. Voilà, pour comprendre un peu finalement qu'est-ce qu'il y a derrière chaque mot. En fait, on se rend compte que ça, c'est utile vraiment à tout le monde et c'est un des premiers retours que j'ai en général. Ça permet vraiment de clarifier les différents concepts qui sont complexes, hein, et je l'entends. Et voilà, l'idée, c'était d'essayer de les rendre accessibles aussi à tout le monde. Voilà, donc à travers toutes les lectures que j'ai pu faire, voilà, mais que ce soit accessible, compréhensible, etc. Voilà, sans que ce soit simpliste non plus, c'était pas du tout l'idée. C'était vraiment garder la qualité des lectures que j'ai pu faire, tout en permettant d'obtenir voilà quelque chose qui soit lisible et qui soit compréhensible rapidement. Voilà, c'était sans qu'on ait envie de poser le livre en disant ah je comprends rien, c'est trop compliqué, en évitant le jargon, en disant non non là c'est plus clair pour moi. Voilà comment j'aurais aimé qu'on m'explique les choses peut-être il y a quelques années. Voilà, j'essaie de faire cet exercice-là aussi en me disant voilà comment j'aurais aimé qu'on me les présente. Donc d'où l'idée d'un public pluriel, quoi. Est-ce il y a l'écriture de ce livre, est-ce qu'elle a été déclenchée par un déclic? Est-ce que, est-ce que vous vous êtes dit, OK, il faut que j'y aille? C'est marrant, votre question, je la trouve super. Merci. Longtemps, effectivement, j'ai hésité à aller sur ces sujets. Et en fait, je pense que c'est pas une coïncidence finalement, finalement cette proposition de l'éditeur, parce qu'il y a quelques années, jamais j'aurais écrit là-dessus. Il y a quelques années, dans l'établissement scolaire, c'est vrai que j'avais tendance plutôt à éviter un peu le sujet, entre guillemets, hein, mais c'est-à-dire que moi-même étant gay, en fait, voilà, dans ma tête, c'était je voulais me préserver au maximum et je me suis dit, si je vais sur ce sujet-là, peut-être que je vais être visible et peut-être que je vais m'afficher malgré moi comme je ne le souhaite pas et que je voulais préserver en tout cas ma vie privée, etc., en me disant, bah, voilà, si j'évite le sujet, j'éviterai en tout cas peut-être des questions ou des réactions, etc. Et au final, suite à une formation, c'est ce que j'explique en intro, je me suis dit que non, à un moment donné, je pouvais plus. En fait, il fallait que j'y aille, quoi. En fait, j'avais toutes les connaissances, tous les éléments, je savais exactement ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Et je me suis dit, je peux pas à un moment donné me taire, il faut que j'y aille. Et du coup, je me suis lancé, voilà, librement dans l'établissement scolaire, enfin librement avec l'accord de mes chefs d'établissement, mais c'est-à-dire que j'ai décidé, voilà, d'y aller exactement. Et je ne regrette pas du tout ce choix, bien au contraire, parce que je vois les effets très positifs en fait de ces actions-là, d'écouter les élèves. Je vois aussi voilà les attentes des élèves sur ces sujets, et je ne regrette pas du tout d'avoir fait ce travail-là. Donc c'est la demande de l'éditeur, elle est tout à fait liée en fait à un parcours finalement que j'ai essayé de construire. Et à partir du moment où je me suis dit j'y vais, j'ai partagé mes lectures, j'ai partagé mes séances, je me suis dit même sur les réseaux, je ne me cache pas, j'y vais. Quitte à me rendre aussi visible, hein, c'est aussi un coming out en fait ce que j'ai fait aussi sur les réseaux. Et c'est grâce à ça, voilà, que du coup, bah, ça a permis des publications et d'être repéré aussi, je pense, sur ces sujets, d'avoir finalement une expertise aussi sur ces sujets. Et du coup, tout a été progressif et tout s'explique en fait par un cheminement progressif pour arriver à l'écriture, à cette belle aventure, voilà, de l'écriture de ce livre. Du coup, est-ce que vous pensez que la construction de genre, entre guillemets, la construction sexuelle, elle est différente selon les époques, ou elle a toujours été et elle est plus visible aujourd'hui? Ou en tout Non, cas, on en parle plus, quoi. on en parle plus. En fait, c'est ça. Souvent, ce qu'on entend, alors les phrases que j'entends des élèves et des adultes, c'est on en fait trop pour les questions de genre, on en fait trop pour les personnes LGBT+. On ne parle que de ça, on ne voit que ça. En fait, non, c'est clair que ça a toujours existé. Toutes les époques et dans les différentes cultures aussi, ça a toujours existé. C'est juste que actuellement, et les chercheurs et les chercheuses le disent très bien, on a plus de mots pour dire les choses aujourd'hui. On a plus de pédagogie pour expliquer tout simplement maintenant les questions de genre et les questions d'orientation sexuelle. Et ce qui fait que le fait d'avoir du vocabulaire et de la pédagogie, ça permet davantage d'explications et d'accompagnement, et ça permet davantage aux personnes de comprendre finalement leur construction personnelle, leur identité, etc. Et de pouvoir un peu plus nommer, de mieux se comprendre en fait. On a des témoignages maintenant parfois de personnes plus âgées qui nous disent, mais en fait, le fait d'avoir ce vocabulaire maintenant, en fait, on se rend compte qu'on a perdu des années de notre vie parce qu'on comprend maintenant, en fait, le malaise qu'on pouvait ressentir parfois parce qu'on n'avait pas les mots pour dire mais voilà je me sens pas, par exemple des personnes non binaires se disent bah, je comprenais pas finalement ce que je ressentais, etc., ce qui s'imposait à moi, et le fait d'avoir les éléments de vocabulaire et de langage, en fait les gens en fait il y a une espèce de soulagement en disant mais en fait voilà c'est ça que je ressens, c'est ça que je suis, et j'ai des mots en fait pour maintenant pour pouvoir m'identifier, pour dire mais voilà je suis ainsi.
Et ça permet davantage d'explicitation et tout simplement de possibilités, en tout cas, pour les personnes qui souhaitent voilà, s'identifier. Et ça, je trouve ça vraiment important. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a beaucoup plus d'acceptation tout le temps non plus, mais il y a quand même plus d'identification et plus de mots pour se dire, et ça, c'est quand même chouette. Parfait. Ben, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Marine, Axel, James. On se retrouve la semaine prochaine. Et c'est James qui prendra le contrôle de l'émission. James qui nous parlera de Rebel Moon, de Prince of Persia et d'autres milliardises. Ben, je vous souhaite une bonne semaine. Désolé, Belle je vous ai semaine à coupé. tous. Bonne semaine à tous. Ciao tout le monde. Et puis à la semaine prochaine. Bye bye.